Livre témoignage d'Élisabeth l'Apostole. Le petit soldat de l'ombre. Chapitres 11 à 15. Chapitre 11. 6 ans. L'âge de raison. J'avais fini par trouver le moyen d'attraper ma fameuse petite valise écossaise en haut de l'armoire. Bien que trop lourde pour moi, je ne m'imaginais pas partir sans elle. J'avais choisi un moment d'inattention de leur part à tous pour me faufiler dans la rue. J'étais fermement déterminée à m'enfuir et à courir de tout mon être, alors qu'en larmes je réalisais que je n'avais aucun endroit où aller, et qu'à cet âge, je ne savais même pas par où partir. En moins de temps que prévu, j'étais stoppée net dans ma course, propulsée par un coup de pied puissant de mon père, qui m'avait permis de m'envoler alors que la valisette s'était éventrée au sol. J'étais ramenée par les cheveux à la maison, avec cette sensation de ne plus toucher terre. À mon retour, ma mère riait, car la valise contenait en réalité mes vêtements premier âge, bien trop étroits pour moi. Je réalisais qu'une fois de plus, elle ne mesurait pas la gravité de tous les actes posés sur moi, qu'elle laissait toujours faire. Je voyais cette mère, ma mère, devenue insensible et une parfaite étrangère à mon sort, du moment que mon père violent ne lui levait pas la main dessus. Comme une douce folie et une complicité passive de sa part, j'avais la sensation d'être sacrifiée par ma propre mère lors des excès de démence de mon père. Une fois qu'il était calmé, elle débordait d'interminables « Je t'aime, ma petite chérie » et de « Tu es mon petit soldat ?» pour finir par m'offrir un vêtement coûteux en souvenir de chaque maltraitance reçue. A fortiori, elle ne mesurait pas non plus mes refus de porter les 10 vêtements qui me rappelaient chaque impact sur mon corps ou dans mon cœur. En maman bienveillante, elle me berçait de mots doux rassurants. « Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu pourrais quand même porter ces vêtements qui m'ont coûté cher. T'es vraiment pas reconnaissante. Les autres petites filles de ton âge rêveraient d'avoir les mêmes. » C'était une atmosphère très particulière, où ma mère était tantôt la complice passive de mon père, tantôt sa victime. La seule parade de sécurité qu'elle avait mis en place pendant des années était de faire bouillir des casseroles d'eau toute la journée, au cas où elle aurait eu besoin de s'en servir pour se protéger en lui jetant au visage. Ces mêmes casseroles d'eau bouillante qu'elle n'utilisera jamais pendant 20 ans pour me venir en aide lorsque j'en avais besoin. Bien évidemment, je réalisais depuis longtemps que je ne pouvais pas compter sur le soutien ni sur le secours de cette mère totalement déconnectée de la réalité. Et paradoxalement à cela, c'est « Je t'aime ma petite chérie » distillé toute la journée pendant les périodes d'accalmie, finissait par me faire croire à ses réels sentiments pour moi. Une fois le calme revenu, elle devenait même étouffante de son trop plein d'amour qu'elle voulait exclusif. J'étais depuis toujours son enfant médicament, qui avait mis inconsciemment en place des stratagèmes et des mécanismes de protection pour tout prendre à sa place. J'oubliais totalement de penser à moi, au point d'avoir assimilé qu'il était normal de me sacrifier, voire de perdre la vie pour elle. Elle n'avait de cesse de me répéter que je lui devais tout. J'étais surtout l'enfant symptôme de toute cette famille qui faisait écran à tous leurs dysfonctionnements familiaux et psychologiques. À 6 ans donc, l'âge de raison, tous les rôles s'étaient déjà inversés. J'étais l'amie, la confidente, la sexologue, la psychologue et la garde du corps de ma mère, alors que j'étais le punching ball de mon père. Rien d'étonnant donc qu'en absence de mon père, j'étais aussi habilitée à changer les ampoules cassées et les plombs du tableau électrique du garage. Ma mère, qui ne savait pas bricoler, trouvait tout à fait normal qu'une enfant de 6 ans, sa fille, s'essaie au danger électrique ou à l'allumage du poêle au fioul de la salle à manger. C'était comme si elle n'avait jamais réussi à intégrer que j'étais sa fille, et qu'elle avait pour devoir, alors qu'elle avait pour devoir de me protéger et non l'inverse. Quant à l'école,
il y avait eu cet événement qui allait me faire basculer du statut d'enfant timide, triste à la santé fragile, à celui d'enfant dangereux, voire en danger. J'étais alors au CP, à l'école primaire Victor Hugo de Montesson. Depuis le début de l'année, pour éviter de me faire remarquer, suivant les recommandations de mes parents, plutôt leurs consignes, je me laissais même racketter chaque lundi les bonbons que mes grands-parents m'avaient donnés durant le week-end. Il n'était pas question que je déclenche une bagarre, et encore moins qu'un de mes parents soit convoqué. Je laissais donc faire cette grande fille de CM2 redoublante, qui répondait au doux nom de Corinne Cocheret. Je n'étais pas sa seule cible, et c'est ainsi que j'avais rencontré celui qui allait devenir mon copain de récréation, Franck, alors qu'il était aussi isolé que moi par les autres petits camarades. Comme lui, je passais mes récréations assis sur un rebord de pelouse près du stade, quand je n'étais pas tabassé dans un coin du préau. Ce jour-là, Franck avait ramené un pistolet à pétard, qu'il était pressé de me montrer tel un trophée. Il était très attristé de ne plus avoir les petits rouleaux rouges qui servaient de recharge. De mon côté, j'ai été très fier de pouvoir lui annoncer que j'avais une solution et que je lui ramènerais le nécessaire dès le lendemain pour la récréation. Le matin suivant, nous nous étions retrouvés sur notre morceau de pelouse alors que les autres enfants jouaient bruyamment devant nous. J'avais sorti de ma poche ce que je pensais être la solution à son problème. 2 grosses poignées de cartouches de fusil. J'avais la tête baissée quand j'ai entendu crier de toutes parts et aperçu les autres enfants courir dans tous les sens. Quand j'ai finalement relevé la tête, la directrice s'avançait doucement devant moi, dans cette cour d'école totalement vidée, alors qu'elle me demandait d'une voix calme de poser délicatement au sol ce que j'avais dans les mains. Je ne comprenais pas pourquoi elle voulait me prendre le cadeau que j'avais ramené pour Franck, ce même présent qu'on pouvait trouver partout chez moi et qui était à portée de mes mains jusque dans la boîte de couture où je m'étais servi le matin même. Je ne me souviens plus du comment je suis arrivé dans son bureau, mais je n'oublie pas qu'à l'instant où elle a saisi le téléphone pour joindre ma mère à son travail, je m'étais aussitôt caché sous son bureau. Elle me posera des tas de questions auxquelles je serais incapable de répondre, d'autant que dans mon esprit, je n'avais rien fait de mal. J'avais simplement pris 2 poignées de cartouches de fusil dans la boîte à couture, comme d'autres auraient pu se servir 2 poignées de gâteau dans un placard. À son arrivée, mon père me fera monter dans son camion sans laisser le temps à la directrice de lui dire quoi que ce soit. Et j'ai manqué l'école quelque temps. Aucune enquête sociale n'a été mise en route, mais la directrice a été une de mes alliées jusqu'à la fin du CM2, afin de me permettre d'avoir une scolarité aménagée en fonction de la situation familiale. J'aurais même le plaisir d'aller chez elle certains mercredis. Elle était devenue ma professeure de CM2, et elle avait expliqué à mes parents qu'elle devait m'aider à réviser mes cours, pendant qu'en réalité on dégustait des crêpes pour me changer un peu de mon quotidien. Chapitre 12. La recette de la ficelle picarde. 6 ans. Quand je n'étais pas à l'école, j'étais bien évidemment enfermée à la maison. Les mercredis et les week-ends étaient interminables. Aucune activité extrascolaire, ni aucune occupation de mon âge n'était prévue, à l'exception des corvées quotidiennes. Certains mercredis, ma tante Suzanne, de Rueil-Malmaison, venait à Montesson pendant que ma mère travaillait. Je gardais son labrador Zorro dans le jardin, pendant qu'elle montait dans la chambre au premier avec mon père. Certains jours, elle se décidait à s'occuper de moi. C'est ainsi qu'elle m'avait confectionné une robe de princesse en crépon vert, avec laquelle elle voulait me voir défiler. D'autres jours, elle se mettait à peindre sur les portes intérieures de notre maison d'énormes bouquets à la peinture à l'huile. Quand je l'observais, je la trouvais aussi compliquée à cerner que mon père. Elle était tout autant imprévisible, et je sentais déjà que je devais me méfier d'elle, même si je n'en comprenais pas encore la raison.
Les repas composés par ma mère étaient invariablement alternés purée, pâtes, macédoine de légumes, et mon père finissait systématiquement en colère. Tout devenait prétexte à péter un câble, jusqu'à ce qu'il décide que je devrais apprendre à cuisiner à mon tour. En soi, je n'étais pas contre, du moment que cela puisse épargner ma mère et qu'un utopique apaisement puisse avoir lieu. La nouvelle lubie de mon père était que je devais apprendre à cuisiner picard et notamment la ficelle picarde, traditionnelle. Il ne voyait qu'une seule personne susceptible de m'en apprendre la recette, ma tante Suzanne de Rueil-Malmaison. C'était en fait un prétexte. Celui qu'il avait trouvé pour répondre aux nouveaux caprices de sa maîtresse en mal d'enfant. En effet, elle était divorcée, et son histoire avec mon père lui avait valu le retrait de la garde de son fils, par son ex-mari. Mon père, ne souhaitant pas répondre à son désir d'enfant, avait trouvé la solution de l'enfant toute faite qui obéissait encore plus depuis sa mini-fuite avortée. Je comprenais alors ce soudain regain d'intérêt pour moi et mon déguisement crépon de princesse. C'était ainsi que j'allais devoir passer tous mes samedis à Rueil-Malmaison, de mes 6 ans à mes 8 ans, à apprendre la recette de la ficelle picarde. Une nouvelle fois, ma mère allait tout laisser faire, sans intervenir, et que je le veuille ou non, je me retrouvais dans la voiture de mon père le samedi suivant pour aller chez ma tante Suzanne. Il était impossible d'oublier la configuration de cet appartement, que je visualise encore aujourd'hui comme si c'était hier. Il était à l'étage et les toilettes se trouvaient sur le palier de ce vieil immeuble sans ascenseur. Quand on rentrait dans la pièce principale, tout en longueur, c'était une cuisine où se trouvait au fond à gauche une porte casette qui menait à la chambre. Au fond de cette même chambre, une autre porte casette revenait sur la porte d'entrée. C'était leur garçonnière, et elles n'avaient aucune gêne à exposer des photos d'elles totalement nues sur les murs de leur chambre, où planait une odeur forte de peinture à l'huile. Elles peignaient au couteau d'innombrables tableaux de bouquets de fleurs qui s'entassaient au sol par manque de place sur les murs déjà chargés. Elle était venue m'accueillir avec un déshabillé à fleurs très échancré, alors qu'elle empestait le patchouli. Ses cheveux longs, roux, étaient soigneusement attachés, alors qu'elle était joliment maquillée. Je ne pouvais pas rester insensible à la vision de cette femme que je comprenais être la maîtresse de mon père en les voyant s'embrasser devant moi. Depuis ma naissance, mes parents n'avaient jamais occupé la même chambre, le même lit. Je ne les avais jamais vus s'embrasser. Ma mère était interdite de maquillage et de tout vêtement qui aurait pu laisser apparaître une seule parcelle de peau. C'est ainsi qu'à 6 ans, je découvrais que mon père autorisait à cette femme tous les interdits qu'il imposait à ma mère. Ce premier samedi, ma tante Suzanne m'avait donc préparé la fameuse ficelle picarde avec des frites maison, que je découvrais être le repas préféré de mon père. À mon retour, ma mère ne me posera aucune question, en restant pleinement affairée à son tricot alors qu'elle était allongée dans son lit. Elle me faisait en réalité la tête, comme si j'étais responsable de cette situation qu'elle n'avait pas empêchée. Très rapidement, les samedis vont prendre une autre tournure. Certains samedis, ma tante Suzanne n'était pas à l'appartement, et mon père s'y aimait Rueil-Malmaison en voiture, en s'arrêtant à proximité des bars. Le kilomètre 8 allait être le bar où nous irions la chercher régulièrement avant le déjeuner ficelle picarde. Il y avait au fond de la salle un espace billard où je voyais mon père se précipiter pour séparer un homme couché sur une femme qui avait les jambes écartées et qui était quasiment nue. Quand elle arrivait à ma hauteur, à moitié dévêtue, ma tante empestait l'alcool et de multiples sueurs à m'en faire vomir. Mon père lui fracassait le visage pendant qu'il la traînait jusqu'à la voiture où j'étais prié de m'engouffrer d'urgence en silence. C'est ainsi que j'allais découvrir le sexe, sans aucune explication, plongé brutalement dans la réalité où là aussi la violence était de mise. L'autre femme de ma famille, entre guillemets, que je découvrais, était elle aussi violentée,
mais alcoolique et sexuellement totalement dépravée. Tout l'opposé de ma mère, en somme. De retour à l'appartement, je devais attendre sur le tabouret de la cuisine qu'ils aient fini de s'expliquer brutalement dans leur chambre, jusqu'à ce que j'entende de drôles de cris qui n'avaient plus rien à voir avec la violence, mais dont j'ignorais le sens. Tous les deux calmés, en sortant de leur chambre, on finissait par déjeuner le même repas du samedi, et ils m'emmenaient dans les magasins pour m'apprendre à voler notamment des jouets qu'ils n'avaient aucunement l'intention de m'offrir. De retour à Montesson, ma mère, imperturbable à son tricot et dans son lit, me faisait la tête, sans même chercher à savoir ce qui m'était arrivé et pourquoi j'étais perturbée par tout ce que j'avais pu voir. Dès que je commençais à vouloir lui poser une question sur ce que j'avais vu, qui m'avait dérangé, elle me stoppait net par une phrase assassine. « C'est de ta faute, t'as voulu voir ton père ?» Comme pour se trouver une excuse à elle-même de toujours laisser faire. Jusqu'à ce nouveau samedi, où comme de coutume, je n'avais pas eu d'autre choix que de monter dans la voiture de mon père, qui avait décidé de m'amener à Rueil chez ma tante. Ce jour-là, elle était particulièrement apprêtée, et elle portait un déshabillé encore plus échancré que la première fois. Elle avait été adorable et prévenante tout le repas. Elle avait même commencé à m'apprendre à cuisiner la dite ficelle picarde. À la fin du repas, elle m'avait demandé si je voulais aller dormir, ce à quoi j'avais répondu non. Elle m'avait pris la main pour m'amener dans la chambre alors que je continuais à dire que je ne voulais pas aller dormir. Mon père s'était installé à la fenêtre de la cuisine, où il fumait sa cigarette en nous regardant entrer dans la chambre. Alors qu'elle refermait la porte casette sur nous deux, je me voyais tendre la main à mon père, qui retournait sa tête dans l'autre sens, comme pour ne rien voir. J'étais seule dans la chambre avec elle, dans le noir, alors qu'elle tentait de m'allonger sur son lit. J'entendais cette phrase. « N'oublie pas que tu dois te taire et être bien sage », alors que je sentais mon corps s'incliner et mes yeux se fermer. Quand je rouvrais les yeux, j'avais mal au ventre et entre les jambes, mais je ne voyais rien dans le noir, et j'avais surtout envie de vomir, alors que l'odeur de la peinture à l'huile devenait insupportable. Elle me relevait, me rhabillait, et elle me faisait passer par l'autre porte casette, où elle m'amenait à la salle de bain sur le palier. Elle me demandait alors d'uriner, en m'essuyant et en me caressant longuement. Quand nous regagnions la cuisine, mon père était toujours à la fenêtre avec une énième cigarette, et sans question, il se décidait à me ramener à la maison de Montesson. À partir de ce moment-là, tous mes samedis seront à l'identique jusqu'à mes 8 ans, où je digérerai systématiquement la ficelle picarde frite maison avec un passage dans la chambre où je serai le dessert de ma tante Suzanne. À 6 ans, je réalisais déjà que mon âme tentait vainement de tenir le coup dans ce corps qui n'avait jamais été le mien et dont chacun disposait à sa guise. De retour à la maison, bien qu'en larmes et pliée en deux, ma mère continuera à bouder sans chercher à en savoir davantage, en stoppant net mes sanglots par son éternel couplet. « C'est de ta faute, t'as voulu voir ton père ?» J'avais face à moi une petite fille de 7 ans, dans un corps de femme, incapable d'être une mère, qui tournait chaque situation de façon à ce qu'elle ne se fasse jamais gronder. Perdue dans son monde, fait de cachotteries, de mensonges, elle m'avait demandé de ne pas expliquer à mes grands-parents, chez qui nous passions tous nos dimanches, où et avec qui je passais sous la contrainte tous mes samedis. Bien que toute jeune, j'avais conscience qu'ils étaient déjà fort préoccupés par l'état général de leur fille, ce qui ne m'encourageait pas à leur rajouter des tracas. En bon petit soldat, je m'exécutais alors que je me retrouvais débordé de nouveaux vêtements coûteux dont je n'avais que faire. Quant à mon frère aîné, il était de ses 16 ans à 18 ans, trop occupé par ses amis, ses grèves au lycée, sa nouvelle petite amie, ses escapades et ses hobbies, pour se rendre compte que j'avais besoin d'aide à défaut de se souvenir qu'il avait une petite sœur. Tout s'est arrêté net à mes 8 ans, quand ma tante Suzanne de Rueil-Malmaison s'est lassée de moi et que mon père a décidé de ne plus m'emmener là-bas. N'ayant pu en parler à personne, ni même à des médecins, et sans aucune explication sur ce sujet,
je resterai jusqu'à mon adolescence à ignorer ce que mon corps a subi, et à pouvoir même y mettre les mots viol, attouchement, écœurant, mais en me sentant bien évidemment coupable de tout. C'est de ta faute, t'as voulu voir ton père. Encore aujourd'hui, je ne supporte pas l'odeur de la peinture à l'huile, ni de regarder une quelconque toile représentant un bouquet de fleurs, sans parler de toutes les conséquences physiques et psychologiques qui ont conditionné toute ma vie et tout mon corps de femme. Depuis, je ne mange plus de ficelle picarde. Chapitre 13. Cartman, quand tu n'y tiens. Je n'avais aucun doute sur la fonction de mon père, qui était sans confusion. Il était le persécuteur. Il endossait certaines fois le statut de la victime, mais rarement celui du sauveur. Quant à ma mère, elle était passée maître en la matière pour endosser tour à tour chaque rôle de ce triangle dramatique et manipulateur, du moment que la situation pouvait tourner à son avantage et pour son bien-être. Comme toute personne détenue, elle avait mis en place ses propres mécanismes de survie pour s'assurer un minimum de confort, quitte à ce que cela ait des incidences sur ma propre sécurité, ma santé ou sur ma vie. Ma mère gardera ce fonctionnement toute sa vie, toute son existence, même après avoir retrouvé la liberté, sans jamais se soucier d'aucune conséquence pour moi, quoi que je puisse réaliser pour elle. Alors que nous vivions en vase clos et enfermés, j'étais pleinement consciente que personne n'envisageait de m'extirper de là. Les seuls êtres à me porter assistance étaient mes animaux, mes chats et mes bergers allemands. Quand mon père passait à l'assaut, je me réfugiais dans le jardin à l'arrière, où j'étais certaine de pouvoir compter sur eux. Dès qu'il commençait à me crier dessus, les chattes lui sautaient au visage, afin de disparaître dans les recoins de la cour de ma prison. Quant à mes chiens, alors qu'ils me frappaient, ils tentaient de me défendre au risque de se prendre des roustes mémorables qui les laissaient bien trop souvent en sang devant mes yeux en larmes. Aujourd'hui encore, le seul être à qui j'accorde toute ma confiance est mon chien, mon Monsieur Détroit. Chapitre 14. À ton tour. C'était le 11 mars 1976. J'avais 8 ans. Je me trouvais dans la chambre de ma mère et je regardais par la fenêtre la vie à l'extérieur. Face à la maison se trouvait une très haute maison qui m'empêchait de voir l'horizon, et je portais déjà toute mon attention sur la nature qui semblait m'apaiser. J'entendais mon frère s'expliquer avec nos parents dans une autre pièce, et je comprenais qu'il se passait quelque chose d'important. Des éclats de voix et des claquements de porte plus tard, mon frère entra dans la chambre. Il s'approcha de moi pour me tendre ses clés de la maison, en ajoutant une seule phrase. À ton tour. J'éclatai en sanglots alors que je réalisais qu'il quittait définitivement la maison. Nous venions de passer 8 années à nous entrevoir sans jamais réussir à lier la moindre relation, alors qu'à cet âge je le plaçais sur un piédestal en rêvant que lui, peut-être, pourrait me sauver. Il n'en fut rien. Ce 11 mars 1976, en larmes derrière la fenêtre, je le regardais s'éloigner, sans se retourner, avec un gros sac sur le dos, alors que je serrais ses clés de toutes mes forces dans mes mains. C'est comme si, dans mon fort intérieur, j'avais compris qu'il m'avait abandonné à son tour, et que notre lien frère-sœur n'était qu'à l'état civil. J'ai conservé ce trousseau de clés qui me rappelle ce qu'il disait de moi, qui fait partie du package. Une fois encore, j'étais réduite à l'état d'un objet par mon propre frère, qui éprouvait pour moi une totale indifférence. Chapitre 15. Seconde vie. Après le départ de mon frère, tout va considérablement dégénérer. Mon père, raciste, homophobe, avait des problèmes relationnels importants à son travail. Il était devenu chef de chantier. Son comportement et son management semblaient être inappropriés à ses nouvelles fonctions, alors qu'il était en charge d'une équipe composée de personnes originaires du Maghreb.
Il assurait désormais les urgences gaz, et il devait avoir un téléphone à la maison, alors qu'un de ses collègues lui avait donné un téléviseur noir et blanc d'occasion. En 77, nous étions ébahis de découvrir les images de ce grand écran et d'entendre sonner ce téléphone la nuit, alors que nous avions formellement interdiction de toucher à l'un comme à l'autre sans son autorisation. La terreur installée dans nos murs était telle que nous ne l'aurions même pas envisagée. À la même époque, il avait récupéré sur un chantier une citerne vide, qu'il avait décidé d'enterrer dans le jardin à l'arrière de la maison, à l'abri de tous les regards. Sans aucune explication et comme de coutume, nous étions priés d'assister en silence à une nouvelle excavation du jardin et de nous plier à ses ordres pour l'aider au déblaiement. Les jours passaient, sans que nous puissions comprendre sa nouvelle lubie ou sa possible utilisation, jusqu'à ce qu'il nous convoque un soir, à la nuit tombée, à l'endroit où il avait enterré la dite citerne, pour finir par nous dire qu'on l'avait aidé à creuser le trou où il comptait nous faire disparaître. Il concluait par « De toute façon, personne ne s'apercevra que vous avez disparu, car tout le monde s'en fout de vous. » Il n'avait pas tort. Qui se souciait de la femme et de la fille du fou, à part mes grands-parents âgés et totalement désarmés? Après le départ de mon frère, mon père avait réquisitionné sa chambre pour lui servir de bureau, où il laissait désormais à portée de main son fusil préféré. Les autres armes à feu chargées étaient quant à elles dissimulées dans le reste de la maison, notamment au grenier et dans la cave. De nombreux mercredis, il m'emmenait avec lui au magasin Mammouth de Montesson, qui disposait d'un rayon armurerie à proximité du point presse, où je devais assister toujours en silence au test de ces fameuses acquisitions. À cette période, nous étions menacés d'être tués au fusil et enterrés dans la citerne, ce qui ne me permettait pas de s'endormir aisément, au cas où il aurait décidé une nuit de passer à l'acte. Je m'accommodais donc de dormir sur le lit de ma mère, où nous fermions l'œil à tour de rôle, rassurés par la présence de l'une et de l'autre avec l'aide d'un couteau sous l'oreiller. Paradoxalement à cela, quel bonheur au matin, épuisé par une nuit trop courte, que de réaliser que nous étions toujours en vie, et de pouvoir ouvrir les yeux sur un nouveau jour, d'enfer à vivre. Si ma mère n'était pas au travail, il m'aurait tué. Si je n'étais pas rentré de l'école, il l'aurait abattu. Ce n'était pas plus compliqué que ça. À nos tâches extérieures minutieusement chronométrées s'ajoutaient les fouilles régulières, sans parler des flicages permanents. Quiconque s'aventurait à l'avant de la maison était reçu au fusil à la main. Se garait entre les murs et le portail se voyait les 4 pneus crevés. Osait l'alpaguer, ne s'y reprenait plus. Les voisins de proximité étaient régulièrement insultés, menacés, mis en joue, ce qui ne les encourageait guère à porter plainte par peur pour leur vie et celle de leurs proches. Plusieurs d'entre eux ont même fini par déménager. À cette époque, jusqu'à ma fuite en 1988, il n'existait que trop peu de structures d'accueil pour nos réfugiés, et encore moins dans les petites villes de campagne. La tentative d'approche de ma mère auprès d'une assistante sociale s'était soldée par « Vous êtes marié, vous avez un enfant, vous devez rester avec votre époux pour l'équilibre de votre fille ». A posteriori, je doute que ma mère ait verbalisé la gravité de notre enfer. Ce à quoi elle s'était accommodée de cette réponse de l'assistante sociale en m'expliquant qu'elle restait à cause de moi pour que je puisse voir mon père. Quant aux élus et aux forces de l'ordre informés de la situation, ils n'intervenaient pas tant qu'il n'y avait pas de blessés, disait-il à l'époque. Hors de question pour mon père d'envisager le divorce, qui aurait pu permettre à ma mère un partage des biens, alors qu'il visait déjà la future succession de mes grands-parents après leur décès. C'est dans ces conditions que viendront s'ajouter à mon corps de nouvelles séquelles visibles qui ne s'oublient pas. Œil, dents, oreilles, poumons atrophiés, pleurésie saisonnière, plus d'une vingtaine de cicatrices et toutes les blessures qui ne se voient pas. Je ne comptais plus les couloirs d'hôpitaux, les salles d'attente des médecins, les absences scolaires lorsque tout devenait trop visible et que ma mère ne savait plus quelle explication donner. Paradoxalement à cela, comme à mes 2 ans et demi, je ressentais un apaisement de me retrouver en ces lieux d'urgence qui étaient devenus comme une seconde maison, l'hôpital. J'étais réduite à attendre patiemment les nouvelles rafales de coups, d'insultes, de menaces,
qui pourrait être épargné à ma mère, tandis que dans son déni, elle continuait à s'occuper de ses tâches domestiques. Son petit soldat, bien discipliné, lui servait toujours de bouclier. Ma garde-robe, quant à elle, débordait de vêtements que je refusais de porter et qui s'amassaient dans la chambre de ma mère. Je les jetais dans mon lit de nourrisson qu'elle avait conservé dans cette chambre où il n'y avait aucun autre meuble pour mon usage personnel. Quand je lui demandais pourquoi à bientôt 9 ans, je n'avais ni chambre, ni lit, ni armoire, ni bureau, avec pour seul couchage une couette pliée en deux sur son propre lit, elle me répondait que c'était ainsi parce que j'avais toujours aimé dormir avec elle. Dans son déni complet et dans sa fragilité psychologique, elle n'arrivait pas à réaliser cette situation irrationnelle ni le rôle qu'elle me faisait déjà porter en occupant dans son lit la place de son mari. Quand je lui demandais pourquoi elle ne prenait aucun coup et pourquoi j'étais la seule à être mise en joue à hauteur d'yeux, elle changeait de sujet, de conversation pour me parler de banalités sans aucun rapport, alors que je réalisais qu'elle me sacrifiait pour éviter d'en prendre à son tour. Mes journées se rejouaient en boucle, alors qu'en bon planton, je montais la garde chaque nuit. Comme l'écrit Tahar Ben Jelloun, ce ne sont pas les années qui pèsent le plus, mais tout ce qui n'a pas été dit, tout ce que j'ai tu et dissimulé. Je ne savais pas qu'une mémoire remplie de silence et de regards arrêtés pouvait devenir un sac de sable rendant la marche difficile.